je reviens au champ de la garde. Moi, quand je m'y intéresse, je vais faire un documentaire pour France Culture. Et, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe là? D'abord, c'est une occupation illégale, comme Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Ça ne l'est plus, parce que là, il y a une convention, parce que l'EPADESA s'est rendu compte qu'ils ne peuvent plus les mettre dehors, parce qu'il y a quand même plus de 4000 personnes qui sont passées, il y a des choses qui se sont faites, il y a des plantations, il y a une yourte qui a été construite, il y a un habitat, il y a des familles sans papier aussi qui y logent, mais c'est pas non plus un bidonville. Je veux dire, quand je dis bidonville, c'est pas... je pense à mes amis du Pérou. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose d'organisé et en même temps très hospitalier, très ouvert. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a des oies, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de n'importe qui peut arriver n'importe quand. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'organisation comme ça finalement qui ne veut sociale, mais en même temps qui n'est pas une organisation extrême, avec un cahier des charges, quelque chose de très rigide. C'est pas les jardins partagés des communes où il y a un cahier des charges avec des clés pour entrer. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce système-là, mais où il y a un référent, etc. Non, il n'y a pas de référent du tout. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qui se joue là? Pourquoi est-ce que les gens viennent ici? Et donc j'étais en résidence d'écrivain, une résidence financée par la région Île-de-France, et j'ai passé beaucoup de dimanches sur place entre septembre 2013 et juin 2014 pour voir, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens viennent faire ici? Est-ce qu'ils viennent faire de la politique? Est-ce qu'on est dans une sorte d'utopie? Après tout, on est dans un lieu très marqué sociologiquement, avec la Défense et son urbanisme très élitiste et très écrasant. Et dans le même temps, on est comme ça, il y a des marges avec des populations extrêmement précarisées. Qu'est-ce qui se joue là, dans ce petit secteur-là? Voilà. Est-ce qu'on est dans de l'utopie en marche? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose, finalement, une petite expérience collective, bobo, qui se donne bonne conscience et qui rentre après par le RERA à Paris ou... J'en ai pas rencontré beaucoup de Versaillais, mais on peut imaginer des Versaillais. Je veux dire, peu importe les gens, il ne s'agit pas de singulariser. Et donc voilà, j'ai fait des entretiens, et qu'est-ce qu'il en sort? D'abord, premier constat, c'est que c'était très compliqué de l'analyser. Moi, j'étais très surpris de voir des gens qui n'avaient jamais, des gens qui sont beaucoup architectes, urbanistes, profession libérale, ou d'autres qui sont dans le milieu du théâtre, ou voilà, ils sont quand même assez nombreux. C'est pas la majorité, mais ceux-là, ils viennent là-bas pour transpirer, pour bêcher, pour piocher, pour semer, on fait on construit, on monte un muret de pierre avec la pierre, avec on n'achète rien, on récupère rien, du moins on récupère, mais on fait avec ce qu'il y a. Donc il y a ce compte, il y a cette idée que finalement ça fait du bien de respirer, ça fait dans cet endroit-là, on est dans une sorte d'îlot. Un peu communautaire, parce qu'après tout, les gens, c'est très intéressant, parce qu'en fin de journée, il y a du café qui est proposé, du thé, des gens arrivent avec les pâtisseries maison. Quand je dis, ils sont nombreux, mais des gens qui ne se connaissent pas la plupart du temps. Alors il y a des woofers, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Vous savez, c'est le woofing, c'est le fait d'aller dans une ferme, mais voilà, c'est une sorte d'organisation. Voilà, c'est mondial. Les gens vont un peu partout, donc ils donnent du travail. Ils sont en retour hébergés, nourris, etc. par le paysan. Donc il y a des woofers qui viennent là, vous avez des altermondialistes, des gens qui viennent ici et qui dorment à la ferme pendant un moment, qui donnent du temps à la ferme, ils s'occupent des animaux, la ferme fait table d'hôte aussi à certains moments, donc ils mettent la main à la pâte, ils viennent débattre aussi, parce qu'il y a beaucoup de débats à la ferme, mais on n'est pas dans une sorte d'entreprise hippie, si je sais que certains n'aiment pas quand j'utilise ce mot, mais
Je trouve que hippie, c'est le nom que des opposants finalement à ces collectifs-là utilisent pour décrédibiliser. Non, quand je dis que ce sont des gens qui sont vraiment... ils ont des portables, ils gagnent certains 4 000, 5 000 euros de revenus, voire 6 000. Je veux dire, c'est des gens qui voient finalement dans cet engagement-là une manière de faire de la politique. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je le dirai un peu plus tard. Et vous avez une autre frange qui, elle est plutôt intello, mais précaire. Ces gens qui sont étudiants, qui ont fini leurs études et qui ne savent pas quoi faire. Je pense par exemple, j'ai rencontré des architectes, des jeunes qui allaient passer leur diplôme d'architecte, les études c'est 5 ans, qui n'avaient pas envie de travailler pour un promoteur immobilier, qui n'avaient pas envie de travailler pour une agence d'urbanisme, parce qu'il se trouve que ça ne répond pas à leurs valeurs, ça ne répond pas finalement, ils ne se reconnaissent pas dans ce système-là, ils ne se reconnaissent pas dans cette économie du logement-là, ils ne se reconnaissent pas finalement dans cette organisation spatiale-là. Et donc, venir à la ferme, c'est une manière de contrer l'enseignement officiel de l'école d'architecture. C'est une manière finalement de trouver d'autres failles, des failles à l'enseignement institutionnalisé. Et c'est une manière de confronter finalement ce qu'on entend la semaine, ce qu'on lit, et avoir une approche finalement du territoire qui transgresse. Et c'est très intéressant ce qui se joue. Moi, je trouve ça, mais très très intéressant. Vous avez aussi des gens qui sont SDF, je pense, parce que ils ont tout lâché et ils viennent là. Ils viennent là parce que la ferme, c'est du moins le champ, la ferme et le champ, c'est un endroit où on peut tout expérimenter. On fait ce qu'on veut en vérité. C'est en cela que c'est pour ça que dans le livre, après, j'essaie de voir. Je suis allé à Notre-Dame-des-Landes pour voir si on peut faire des rapprochements. À Notre-Dame-des-Landes, il y a une forme de radicalité. Alors, d'abord, la radicalité, elle est due à l'urgence. Parce que s'opposer à Vinci, s'opposer à un projet d'aéroport dans un lieu qui est extrêmement encadré policièrement, militairement, un lieu finalement dont les enjeux dépassent le cercle stricto local, c'est avec et un poids écrasant de l'économique sur la parole des individus. Et donc là, on a vraiment des gens qui sont plutôt qui ont un point de vue radical, pas au sens où finalement il y a une sorte d'entêtement, mais en fait c'est la radicalité de l'État. C'est parce que l'État est radical, parce que les institutions sont radicales, parce que les collectivités locales finalement, elles ont pris le parti du discours dominant, que ces individus-là, ces collectifs-là, je parle de Notre-Dame-des-Landes, finalement, ils répondent par une autre radicalité. Ça se repère par exemple au rapport aux médias, le refus de parler aux médias, le refus de jouer le jeu des médias, le refus d'être dans le compromis, le refus parce que le compromis c'est la compromission finalement c'est l'échec. Et cette idée que de toute façon, à la radicalité d'État, il faut répondre à une attitude tout aussi radicale. Donc on est dans le rejet total de toute négociation. Il n'y a pas de champ de possible. Le champ des possibles, ce serait uniquement celui dans lequel nous, on se retrouve. La ferme du bonheur, c'est pas ça. Le champ de la garde, c'est pas ça. Le champ de la garde, c'est plutôt... une même désillusion vis-à-vis du politique. Dans les deux cas, je n'ai jamais rencontré ou quasiment pas rencontré des gens qui ont voté. Moi, j'y allais le dimanche. En 2014, il y a eu des élections municipales. Il y a eu également... je demandais aussi aux gens je ne faisais pas des entretiens comme on fait des entretiens dans le cadre d'une recherche, parce que je faisais comme eux, bêcher, piocher, etc. Et je profitais des temps de pause pour faire fonctionner mon magnétophone pendant 5 minutes, 10 minutes.
Ils n'ont pas voté au présidentiel, ils ne sont pas dans un parti politique. Tous, le bobo, comme l'intello primaire, le SDF ou je ne sais quoi, tous se sont mis hors jeu de la politique des partis. D'ailleurs, je fais une parenthèse, un grand quotidien m'a demandé une tribune avant les élections départementales, et dans cette tribune, je démarrais en expliquant que l'événement, c'est pas le Front National et la victoire idéologique du discours frontiste et l'emprise finalement frontiste sur la sphère politique telle qu'elle se joue dans les partis. Mais la victoire, du moins le plus important pour moi, le fait social le plus pertinent, c'est celui-là. Ce sont ces millions de gens. Là, pour le coup, je veux dire, on peut cumuler. C'est le Champ de la Garde, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est Sivins, c'est Europa City, c'est dans l'Isère, là, les gens qui manifestent. Roibon, c'est pas ça, c'est c'est Roibon. Vous avez à Lille aussi, où je dois aller. Il y a partout des gens qui envisagent la politique, le jeu de la politique à l'extérieur du jeu des partis. C'est-à-dire qu'ils refusent même de distinguer, si je m'intéresse finalement à la sphère de la gauche libérale de la sphère de la gauche progressiste. C'est-à-dire que ils ne votent pas, ils n'ont pas voté front de gauche, ils ne sont pas au front de gauche. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont au front de gauche, et quand on parle, je leur parle des résultats de cette enquête. Ils sont très gênés, mais je peux les comprendre, parce qu'ils ont l'impression que finalement leur discours fait écho au discours de ces gens-là. Or, dans les faits, ça n'est pas ça. C'est-à-dire que eux considèrent que la politique doit s'opérer en dehors de ces cadres traditionnels-là. Alors, la politique, mais on peut inclure aussi toutes les d'autres organisations traditionnelles. Je pense aux syndicats, pareillement. Donc, ça, c'était... pour moi, c'est quelque chose de très important, et c'est ce qui fait que j'ai été en désaccord avec ce journal, et j'ai refusé d'amputer mon texte de la partie où j'évoquais finalement, je minorais le fait frontiste, auquel j'opposais le fait réaliste. J'ai un projet de livre sur le Front National pour un gros éditeur, et je sais que je pense ne pas me tromper là-dessus. Je pense que ce sont ces individus-là. Alors ce journal me dit, oui, mais on est dans ce sont des abstentionnistes. Non, parce que si on les réduit à la posture d'abstentionniste, c'est-à-dire qu'on considère que ces gens-là s'excluent du jeu de la politique. Or, dans les entretiens, ce qui est révélé, dans ce qu'eux disent, c'est qu'ils font de la politique. Mais ils font de la politique autrement. Et la politique, ça doit se jouer là. Alors, on peut considérer que finalement, c'est une manière défensive de penser la politique. Et faire de la politique, c'est aller au combat. Et le combat, on supposerait qu'il soit électoral. Seulement, ces gens-là, et ça c'est un des éléments que je fais émerger dans mon livre, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, ce qui s'est passé après 68, c'est très très révélateur de ce désaveu finalement très lent, très lent, qu'a sédimenté de la politique telle qu'elle se joue à travers les partis politiques. Moi, j'ai entendu plus d'une fois les gens de jeunes. Les 68, c'est un échec. Parce que d'abord, la bourgeoisie l'a emporté, mais bon, des études là-dessus, il y en a eu plein. Des gens comme Debray ont écrit là-dessus, Goldman, etc. Pierre Goldman, pardon.
Et surtout, revenait un peu cette question de si 68 avait été jusqu'au bout, il aurait fallu prendre les armes. Le débat, il a eu lieu en Italie, par exemple, en Allemagne, finalement, à la radicalité d'État. On en revient à cette radicalité, finalement, de l'État. À la radicalité d'État, finalement, il aurait fallu opérer pareillement. Donc, puisque cette révolution finalement s'est brisée sur cette posture de l'État intransigeante et arbitraire, eh bien nous, j'allais dire subliminalement, on est un peu les enfants de ça. Moi je pense qu'il faut avoir, on peut envisager, c'est une hypothèse, j'ai pas dit que je lisais dans le mar, j'avais tout à fait raison, mais je pense que en reprenant un peu les discours de ces engagés-là, moi je les appelle les engagés, c'est pas des militants, parce qu'eux-mêmes ne se présentent pas comme militants. C'est pas des bénévoles. Ça, c'est un discours qui est tenu par des gens de la ferme du bonheur. Bénévoles au sens où finalement, c'est des mains, c'est des gens qui prêtent leurs bras, leurs mains, leur force de travail et qui ne sont pas rétribués. Bénévole, c'est intéressant parce que finalement, ça permet de déminer un peu, ça enlève un peu la dimension politique. Moi, j'avais pensé à un moment des activistes. C'est un terme qui est très sérieux, pour moi, c'est une terminologie très solide. Le problème, c'est que dans notre sphère occidentale, l'activisme, finalement, il est réduit à une posture délégitimée. Quand en Chine, quand en Iran, des gens s'opposent à un pouvoir fort, un pouvoir dictatorial, on parle d'activistes. On dit finalement ce sont des activistes au sens où finalement ce sont des gens qui essayent de faire valoir leur droit à l'expression, des gens qui s'opposent à un pouvoir finalement écrasant, qui interdit toute expression démocratique. Pour moi, c'est une terminologie qui fait écho à ce qui se joue en France. Le problème, c'est que, et ça je l'avais déjà identifié quand j'avais travaillé sur la révolte sociale, ce que les médias appellent des émeutes. Je suis même toujours surpris que même des sociologues utilisent cette terminologie-là d'émeute. Quand on parle d'émeute, on réduit ça finalement à une vision délinquante. Donc on dépolitise. Quand on dit activiste en France, finalement c'est une façon de considérer que ce sont des individus qui jouent de l'expression d'un désordre. Or, l'activisme, c'est pas ça du tout. C'est vrai que les activistes sont des gens, finalement, qui sortent du cadre traditionnel. Bastille-Nation, pour un peu caricaturer. Et donc, c'est pour ça que je les appelle, dans le livre, des engagés. Parce qu'il y a un engagement, je crois que je ne me trompe pas, engagement finalement qui produit un autre point de vue de la société. Au Champ de la Garde, c'est un point de vue finalement plus humaniste, plus ouvert, plus solidaire, un point de vue finalement qui autorise. Alors c'est pas une communauté non plus, et c'est pas une communauté parce que il y a eu souvent, j'ai remarqué, il s'est déroulé des faits qui ont produit un peu du clivage. Je pense par rapport, par exemple, à la relation avec les sans-papiers. C'est compliqué pour des gens qui, je pense plutôt à la frange, bobo, un peu, voilà, cette classe un peu aisée, etc. Non pas qu'elle n'a pas, elle n'éprouve pas, elle n'est pas éthique, elle n'éprouve pas, il n'y a pas une dimension compassionnelle, sauf que les autres ne voient pas les choses, les précaires, les plus engagés, j'allais dire. Pour eux, c'est tout à fait logique aussi que le lieu il soit ouvert aux sans-papiers. Ce qu'il est. Mais en même temps, la façon avec laquelle qui va vers eux. Il y a une famille bulgare comme ça qui un jour est arrivée.
une femme avec un bébé. Il faisait très très froid. C'était en novembre. Et Roger Després considère que c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il faut faire des choses. Il suffit pas de discourir. Et donc, il y avait une caravane à la ferme, parce que la ferme du Bonheur, il y a beaucoup de caravanes. Donc, ils ont déplacé cette grande caravane et ils ont installé cette famille-là, donc dans le champ de la Garde. C'est vrai que ça a un peu questionné hein, pour certains. Bah oui, est-ce que le champ de la Garde, finalement, c'est l'expression d'une autre forme d'aménagement urbain, un autre rapport à la terre aussi hein. Allez, on démine ça de la dimension conservatrice, si ça fait peur à certains. C'est un lieu finalement qui joue un peu de l'entraide, de la solidarité. C'est un lieu où on expérimente des choses. Il y a des expositions aussi. Mais si on installe une famille de sans-papiers, est-ce qu'on le dénature ou on ne le dénature pas? Vous voyez ce que je veux dire par là ou des choses très basiques. Il y a des plantations. Je vous ai dit, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de... Est-ce que ça sera respecté ou pas? Donc on est toujours comme ça, la question du rapport à l'autre, hein, la question finalement d'organisation souple. Et donc là-dessus, ça a été un peu... Et donc, concrètement, certains, les plus précaires, ont construit une maison pour cette famille-là. Famille qui n'est pas destinée à vivre toujours là, hein, en attendant 1 an, 2 ans. Et à un moment, elle partira. Une autre famille arrivera. Mais cette maison-là, fabriquée avec des palettes, avec de la pierre, avec de la terre, j'y connais rien, moi je suis pas... Mais bon, une vraie maison, hein, chauffée, etc. Et avec des pièces, c'était un boulot, mais incroyable. Ils ont... eh bien, ceux qui l'ont construite sont ceux qui étaient plutôt dans une attitude, j'allais dire, encore plus désillusionnée. Par contre, ce que j'observe, c'est que on ne parle pas de parti politique. Une fois, je discute avec quelqu'un qui était responsable d'un foyer. Il fait partie du mouvement des colibris. Vous savez, le mouvement là créé par Pierre Rabhi, inspiré par Pierre Rabhi. Et il me dit, je suis à Europe Écologie Les Verts. Ah, je me dis, ah ben vous êtes le premier. Il me dit, chut. Je lui dis pourquoi. Après tout, là vous prolongez votre engagement chez les écolos. C'est pas très bien vu. Même moi, ça me met en porte-à-faux parce que quand je vois comment fonctionne, on n'est plus dans les considérations électoralistes. Hein. Je parle d'Europe Écologie et Les Verts à l'échelle d'une section locale. Hein. On n'est pas dans le... Est-ce que les Verts n'entrent pas au gouvernement? Je veux dire, on est vraiment dans des choses qui sont très solides là. Il dit, mais quand je vois sur quoi nous on discute, de quoi nous on discute, pardon, sur quoi finalement on bataille, et je vois ce qu'on fait ici, je me dis, mais c'est ici, c'est là l'écologie. L'écologie, c'est pas que est-ce qu'on fait des paniers à map, est-ce qu'on fait, je caricature volontairement, est-ce qu'on ferme les centrales nucléaires, il dit ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, pour moi, c'est ça. Mon écologie, c'est ça. Mais c'est aussi ça. On fait ensemble un aménagement finalement d'une microsphère, et dans cette microsphère, on expérimente des choses. Mais on n'est pas dans un lieu communautaire. Je le répète peut-être plusieurs fois, quitte à être un peu pénible, pardon, mais voilà.